Alors Emmanuel Evans, à quel type de riposte doit-on s'attendre? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre? Binyamin Netanyahou va tenter d'esquiver le débat de fond sur la question israélo-palestinienne? Je crois qu'il n'y a rien à esquiver. Le sujet existe. C'est Abbas qui a esquivé la vérité. C'est lui qui a déconnecté complètement les faits de la réalité. Il a présenté dans son discours comme si Israël avait attaqué la bande de Gaza un beau jour pour aucune raison. C'est ça le fond du problème. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette opération militaire après que Abbas ait constitué un gouvernement d'union avec le Hamas, après que le Hamas ait tiré des centaines de missiles sur Israël? C'est ça le fond du problème. Mais ça, Abbas n'en a pas parlé. Il a décrit l'opération militaire, il a parlé de génocide, de crimes de guerre, etc. Comme si un beau jour les Israéliens s'étaient réveillés un matin sans aucune raison et avaient bombardé des civils parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. C'est un peu la façon dont il a présenté les choses. Il a complètement également, il a tenu des propos quand même assez étonnants également, presque en disant que si vous voulez lutter contre l'État islamique au Levant, eh bien entendu, le fond du problème, c'est le conflit israélo-palestinien, comme s'il y avait une relation entre les deux. Il faut d'abord créer un État palestinien pour pouvoir lutter contre... Enfin, il a vraiment dit des choses complètement aberrantes. Donc, je crois qu'au contraire, il faut parler du fond des choses, il faut parler de la réalité. Dernier point, et cela n'a pas été tellement mentionné, mais Abbas, il le fait à chaque fois dans ses discours à l'ONU, parle à chaque fois de la question des réfugiés, mais il parle des réfugiés de 48 et de leurs descendants. Il l'a encore fait dans son discours à l'ONU, en parlant encore une fois de la résolution 194 des Nations Unies, qui, d'après lui, est une résolution, ce qui est faux d'ailleurs, qui reconnaît à tous les descendants des réfugiés de 48 le droit de devenir citoyens israéliens. Beaucoup de Washington a qualifié, on l'a dit, le discours d'offensant. Ça veut dire que le temps où les États-Unis jouaient les médiateurs dans le conflit israélo-palestinien est révolu? Non, je pense que les États-Unis ne souhaitent pas mettre fin à leur rôle de médiateur. Ils l'ont mal pris quand même, le discours. Écoutez, c'est un discours, comment peut-on ne pas le mal prendre? C'est-à-dire, c'est un discours qui accuse Israël de génocide, qui décontextualise complètement le conflit. Mahmoud Abbas est un expert à décontextualiser et à essayer de faire oublier aux gens l'histoire. De prendre même, je dirais, les gens pour des imbéciles. Il était normal que les États-Unis mettent les choses à plat et disent franchement ce discours était un discours haineux. C'était un discours haineux. Mahmoud Abbas, par exemple, il faut le rappeler, a parlé du meurtre de ce jeune enfant, ce jeune adolescent, après le meurtre de nos 3 adolescents. Il a parlé uniquement du meurtre de ce jeune adolescent arabe et pas du tout de ce qui s'était passé avant. Il a parlé également, il a accusé Israël d'une culture de haine et d'incitation à la haine dans les médias israéliens, comme si Israël, comme l'autorité palestinienne, parce que les médias palestiniens ne sont pas libres, ils sont dirigés par Abbas. Et dans les médias palestiniens, il y a une incitation à la haine permanente, antisémite, haineuse. Et Abbas, finalement, accuse Israël de ses propres crimes à lui. Lui fait de l'incitation à la haine dans ses médias, lui. Il accuse Israël, finalement, d'être responsable de ce meurtre, cette vengeance par un déséquilibre mental, alors que c'est lui qui est responsable de cette atmosphère. Donc là, effectivement, il a dit des choses qui sont tout simplement mensongères, manipulatrices. Je ne parle même pas, il a eu dans son discours, j'ai là la citation du texte en anglais en disant qu'il y a que l'État palestinien, c'est un État de droit qui respecte les droits humains, le pluralisme, qu'il a une tradition de enlightenment, de lumière palestinienne, n'est-ce pas, de tolérance, de coexistence, etc. Là, enfin, j'avoue que j'ai ri en disant ça, parce que c'est tellement grotesque, si vous voulez, de cette culture de violence, de haine et de dictature qui parle d'enlightenment, de lumière, etc., de tolérance. Enfin, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Bon, alors, Mahmoud Abbas quittera l'hôtel de l'histoire en n'ayant pas fait avancer d'un iota la cause palestinienne. C'est quoi la cause palestinienne? La création d'un État. Ah oui. Écoutez, depuis tous les dirigeants palestiniens depuis les années 30, qu'il s'agisse de Haj Amin al-Husseini, Yasser Arafat ou Mahmoud Abbas, la soi-disant cause palestinienne, ça a toujours été en réaction au sionisme. Ça a toujours été une cause négative de destruction du sionisme. Ça n'a jamais été une cause positive de bâtir quelque chose. D'ailleurs, la preuve en est, et cela Mahmoud Abbas ne l'a pas rappelé non plus, que toutes les opportunités qui ont été présentées pour un compromis pour l'État, pour la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël ont été rejetées par la soi-disant cause palestinienne, qu'il s'agissait par Arafat au moment de Camp David en 2000, par Mahmoud Abbas lui-même, lorsque Ehud Olmert lui a proposé
99,5% de tous les territoires. Il a dit non, parce que la cause palestinienne, c'est un mythe. C'est un mythe, soi-disant, droit au retour, qui est fondé sur la destruction, le négationnisme d'Israël, la destruction de l'État juif. C'est ça la véritable cause palestinienne. Et donc Mahmoud Abbas, on s'en souviendra comme un autre dirigeant raté de cette soi-disant cause, qui n'a eu qu'un discours négatif, qui a dit non toujours aux propositions de paix, et qui n'a parlé que de soi-disant droit de retour. C'est ça la véritable cause palestinienne. Est-ce qu'il faut une diplomatie palestinienne, diplomatie va-t-on guerre, est-ce qu'elle va changer la réalité? D'abord, sur le chiffre de 99,5%, c'est le chiffre également fourni par Condoleezza Rice, qui était présente lors de ces négociations, elle en a parlé elle-même. Ce sont des chiffres. Ensuite, cette diplomatie, cela a toujours fait partie de la stratégie de l'OLP depuis le plan des étapes de 1974, lutter contre Israël par le biais de la diplomatie. En ce qui concerne la Cour internationale, pénale internationale, il y a quand même là une situation assez comique, où c'est une organisation terroriste, l'OLP, qui parle d'aller à la Cour internationale contre un État démocratique. C'est quand même comique, mais je suis pour le faire, parce que là, on pourrait effectivement mettre l'OLP devant ses crimes, devant ses responsabilités. Si c'est ce que veut l'OLP, je suis pour. Sur ce qu'on vient de dire sur ces menaces prises au sérieux en France et partout en Occident, est-ce que c'est une vraie menace ou alors les dirigeants occidentaux entretiennent finalement cette psychose pour maintenir une opinion publique favorable à cette opération qui coûte cher et qui ne concerne peut-être pas directement ces pays en Occident? Vous savez, maintenir une psychose, le fait est que les djihadistes ont bien coupé la tête de journalistes occidentaux en Irak. Ce n'est pas une psychose, c'est une réalité. Et la menace, elle n'est pas seulement lorsque des Occidentaux se font attraper, qu'il s'agisse de journalistes ou de travailleurs sociaux, comme c'est le cas de ce Britannique au Moyen-Orient, mais des menaces de terrorisme en Europe elle-même. Cette menace est réelle. On se souvient pas seulement des attentats qui avaient eu lieu à Madrid et à Londres au début des années 2000, mais je vous rappelle également de tous les attentats commis en France dans les années 80 par les sbires de l'Iran. Et donc cette menace existe, elle est réelle, et je crois que c'est la raison pour laquelle également les pays occidentaux évoquent l'article 51 de la Charte des Nations Unies de droit à l'autodéfense lorsqu'ils interviennent aujourd'hui en Irak. Est-ce qu'on est dans une situation où on n'a plus le choix, ou alors dans une situation de fuite en avant? Je rappelle que le groupe Al-Nosra a réagi pour la première fois à ces frappes ce week-end en déclarant qu'il s'agit d'une déclaration de guerre. C'est une guerre qu'ils sont prêts à mener pendant des décennies, c'est ce que disent ces djihadistes. Est-ce que l'histoire ne nous apprend pas finalement qu'en frappant aussi fort un groupe terroriste, eh bien on l'entretient, on le renforce comme un monstre incontrôlable qu'on nourrit sans cesse? Vous savez, Winston Churchill disait que l'apaisement, c'est nourrir un crocodile en espérant qu'on sera mangé en dernier. C'est en apaisant ces gens-là qu'on les renforce et qu'on les nourrit. En ce qui concerne la stratégie adoptée contre eux, ce n'est pas l'Occident qui a déclaré cette guerre. Pour les islamistes, il s'agit d'un djihad, d'une guerre sainte, pour soumettre le monde entier et l'Occident. Dès l'instant, bien entendu, où l'Occident se défend, alors cela justifie, d'après les djihadistes, des attaques contre des civils occidentaux. Il faut bien comprendre que quelle serait l'alternative si l'Occident ne faisait rien? Vous croyez qu'ils arrêteraient? Au contraire, ils sont mus par une idéologie. Il faut comprendre cela. Alors c'est vrai que ces attaques militaires, cela ne permet pas de complètement mettre fin à cette menace. Mais il faut bien se défendre, il faut bien neutraliser, en tout cas partiellement, ces groupes qui menacent la région, qui menacent les Occidentaux eux-mêmes en sol occidental, en Europe et aux États-Unis. Mais encore une fois, n'oublions pas par quelle idéologie ces gens sont mus, par une idéologie de djihad, et ce n'est pas en attaquant leurs infrastructures qu'on les incite à cette haine. Elle vous évoque quoi, cette véritable star, Emmanuel Levol? C'est un espoir pour les femmes du Proche-Orient. Et puis, vous savez, en Arabie Saoudite, elles n'ont pas le droit de conduire. Dans les Émirats Arabes Unis, elles ont le droit de piloter un avion. Donc, il y a là, effectivement, une grande différence entre ces deux pays voisins. Puis, il y a bien entendu un symbole pour ces djihadistes misogynes sur le sol qui se font bombarder par une femme. Une femme voilée, qui plus est. Donc, je ne pense pas qu'ils apprécient le symbole. Alors, plus sérieusement, est-ce que cela vous a étonné, ces pays du Golfe, à ce point engagés aux côtés des États-Unis au premier jour de la campagne qu'a menée Barack Obama? On les avait sentis plutôt réticents, ces pays du Golfe, assez craintifs de leur opinion publique, et puis finalement on les sent totalement engagés. Ils ont envoyé leurs avions de chasse aux côtés des États-Unis. Est-ce que cela vous étonne? Cela ne m'étonne pas parce qu'au bout du compte, ils se sentent plus menacés par l'État islamique
que par l'opinion publique. Vous savez, l'opinion publique dans ces pays ne compte pas pour grand-chose. Ce ne sont pas des États démocratiques. Ce sont des États autoritaires. Mais ce sont ces mêmes pays qui s'étaient joints également aux États-Unis dans la première guerre du Golfe parce qu'ils se sentaient menacés par Saddam Hussein. Aujourd'hui, ils se sentent menacés par les forces de l'État islamique. Donc cela ne m'étonne pas. En revanche, ce qui effectivement doit nous inquiéter, à mon sens, et Christian Mallard en a parlé tout à l'heure, c'est le rôle plus que ambigu de la Turquie, membre de l'OTAN, qui a refusé jusqu'au dernier moment à participer à cette guerre, qui même jusqu'à présent, en dépit des pressions de Barack Obama sur Erdogan, continue d'avoir un rôle très ambigu. Dans le passé, elle a permis aux islamistes de s'entraîner sur son sol, de passer vers la Syrie et l'Irak, et il faudra se poser la question au bout du compte du rôle de la Turquie. Alors, une ambiguïté et un rôle peu clair, on note quand même un ton qui change. La nuit dernière, dans l'avion qui le ramenait de New York vers la Turquie, Erdogan explique que son pays serait prêt à envoyer des troupes au sol pour combattre aux côtés des alliés. C'est le Parlement turc qui devra trancher la semaine prochaine. Comment vous expliquez, sinon ce volte-face, mais ce changement de discours en tout cas? Comme je l'ai dit, il y a eu la pression d'abord des États-Unis. Barack Obama a mis Erdogan devant ses responsabilités en disant vous êtes membre de l'OTAN, vous êtes un pays mitoyen de l'Irak et de la Syrie, il n'est pas compréhensible que vous ne participiez pas à cette guerre. Mais Erdogan continue d'avoir un discours ambigu. Oui, il a parlé d'une possibilité d'une intervention qui devrait être tranchée par le Parlement, un Parlement qui est dominé par son propre parti. Donc au bout du compte, vous ne croyez pas? Écoutez, je pense que Erdogan va essayer de trouver une formule qui lui permettra de se sauver la face vis-à-vis des États-Unis, mais qu'il ira à reculons. Au bout du compte, et cela aussi Christian Mallard l'a rappelé, le parti d'Erdogan est un parti islamiste. Erdogan déjà en 2003 s'était opposé à l'utilisation de son sol pour les attaques américaines contre l'Irak. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il souhaite effectivement être impliqué de façon directe et massive. Malgré ce que vous disiez, on note que les Alliés ont frappé ce week-end à sa frontière, sur la ligne entre la Syrie et la Turquie. L'État islamique a progressé en faisant fuir ces milliers de Kurdes. C'est ce changement sur le terrain qui va peut-être faire basculer Erdogan? Il ne faut pas oublier un autre élément qui est l'élément kurde. Ouais. Là aussi, Erdogan craint beaucoup que l'effritement de cette région réveille les aspirations indépendantistes des Kurdes, dont bien entendu en Turquie. Voilà, qui sont arrivés massivement depuis la Syrie sur son sol. Exactement, et qu'on sait très bien qu'au nord de l'Irak, le Kurdistan indépendant est un fait, et que cela aura des conséquences pour le Kurdistan turc. Et là-dessus, Erdogan craint beaucoup l'émergence d'un Kurdistan indépendant, d'où sa politique non seulement ambiguë, mais même, je dirais, peu coopérative.